Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première télévision panafricaine. Bienvenue dans Politique. L'invité de l'émission aujourd'hui est Soumeylou Boubèye Maïga, ministre de la Défense et des anciens combattants au Mali. Il est également le président de l'ASMA, l'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces démocratiques. Monsieur le ministre de la Défense, bonsoir. Bonsoir. Merci de l'aimable plaisir que vous nous faites de nous recevoir chez vous pour cette émission. Alors, tout d'abord, nous allons parler de ce journaliste devenu entre-temps homme politique. Ouais. De 91, la transition, à nos jours, vous avez servi sous tous les régimes démocratiques et à des postes très stratégiques. Directeur général de la sécurité d'État, les services de renseignement maliens, 2 fois ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Alors, l'ancien journaliste est-il finalement un homme du pouvoir ou un homme avec les gens du pouvoir? Non, je pense que, d'abord professionnellement, vous savez bien, on dit souvent que le journalisme est nature, mais à condition d'en sortir. C'est qui est mon cas depuis 90-91, mais je pense que fondamentalement, ce qui m'a valu d'être dans les postes dont vous avez parlé, c'est d'abord mon engagement politique. C'était le plus important. Moi, j'ai commencé à militer très tôt au milieu des années 70 dans le Parti malien du travail, sous la direction de Feu Abdraman Baba Touré, de Feu Kadari Bamba et d'autres. Et j'avais été désigné à un moment donné au milieu des années 80 comme représentant de notre parti pour convenir avec d'autres forces démocratiques comme le Parti malien pour la révolution et la démocratie qui était représenté par Feu Madlamine Traoré, et puis le Front patriotique malien qui était représenté par Bassirou Diarra. Nous avons travaillé ensemble sur l'élaboration de ce qui devait être la plateforme du Front national démocratique et populaire en décembre 1986. Et à partir de là, c'est engagé tout le processus qui a conduit à la création des associations démocratiques comme le CENI, depuis comme la DEMA Association, dont j'avais été troisième vice-président, chargé de l'administration et de l'organisation. Et donc, fondamentalement, je pense que c'est cet engagement politique qui m'a valu d'avoir la confiance de mes camarades à chaque moment et d'occuper les postes que j'ai occupés, auxquels je pense avoir pour l'essentiel répondu aux tâches qui m'étaient confiées. Ok. Au regard de votre parcours, certains observateurs de la scène politique au Mali pensent que vous donnez l'impression d'un homme qui est convaincu finalement d'avoir un destin national. Est-ce qu'au plus profond de vous, c'est un sentiment qui existe? Convaincu d'avoir un destin national, je ne sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que je suis fondamentalement et profondément engagé politiquement. Et que la plupart des gens qui me connaissent m'ont connu d'abord comme un militant et me connaissent comme quelqu'un d'engagé, ayant ses convictions politiques, ayant son engagement, faisant preuve de temps à autre de courage et dans les moments les plus difficiles. Et puis voilà, comme nous avons des problèmes dont la solution reste fondamentalement politique, je pense que c'est presque tout à fait normal ou naturel ou légitime que chaque fois que les forces démocratiques sont en charge de la destinée du pays, que je me retrouve impliqué dans la conduite des affaires. Et cela dit, même quand je n'occupais pas de poste, comme ça a été le cas sous la transition, récemment sous la transition. Non, même de 2002, après jusqu'en 2011. Jusqu'en 2008-2009, je n'occupais pas de fonction particulière, mais je suis resté mobilisé, engagé pour mon pays. Et puis pendant la transition, c'est-à-dire de la période qui a suivi le coup d'État, j'ai aussi apporté ma part de contribution pour la sortie de la crise, quoi. Brièvement, la fonction de président de la République occupe quelle place parmi vos ambitions? La première? Pour le moment, je me contente d'être là où je suis, d'essayer d'être à la hauteur des tâches qui me sont confiées. Le reste, tant qu'on a la santé, tout est possible. Soumeylou Boubèye Maïga, un stratège politique, expert dans les manœuvres politiques, c'est l'image qui vous colle. Est-ce une image réelle ou une caricature de vos détracteurs? Vous savez, moi,
Habituellement, ce que pensent mes détracteurs, je ne m'intéresse pas beaucoup à ça. Je dis toujours que si je devais me soucier de plaire à tout le monde, il faut que je change de métier, que je devienne acteur par exemple de cinéma. Là, je suis sûr que je devrais chercher à plaire aux uns aux autres. Ce qui est important, c'est que dans mon parcours politique, j'ai souvent occupé des postes d'organisation. Dans le Parti malien du travail, dans l'ADEMA, dans le mouvement scolaire aussi, estudiantin. Et donc, forcément, ça demande quand même une capacité de mettre en cohérence un certain nombre de choses. Et pendant la période où nous luttions pour la conquête de la démocratie, toutes les manifestations unitaires que nous avions eu à faire avec d'autres composants du mouvement démocratique, comme le CENID et autres, j'ai dirigé les commissions d'organisation, de coordination, comme le 30 décembre 90, comme le 3 mars 1991 et le 17 mars 1991, juste avant la chute du régime de l'époque. Et puis après, bon, j'ai dirigé la première campagne électorale de l'ADEMA, la campagne des municipales, la campagne des législatives. Nous étions sortis vainqueurs largement de toutes ces campagnes. Et j'avais, pour la campagne présidentielle de 92, dirigé l'élaboration du programme de notre candidat. Et donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup d'état d'âme sur ces appréciations-là. D'ailleurs, je ne porte jamais d'appréciation sur les autres, d'ailleurs. Donc, franchement, ça ne m'empêche pas de continuer mon chemin. À la présidentielle de 2007, comme candidat, vous étiez dans une alliance avec l'actuel président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le FDR, le Front pour la défense de la démocratie, c'était ça. Et à l'époque, vous avez eu un discours très dur à l'endroit, en tout cas dans vos discours pendant la campagne, à l'endroit du système et de la gouvernance en place. Quelques années plus tard, on vous retrouve ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ça pose un problème dans la constance, non ? Non, la seule constance que j'ai, c'est d'être au service de mon pays. À l'époque, je crois qu'en 2007, nous avions tous insisté sur la nécessité du changement et sur le caractère irréversible du changement d'ailleurs. Bon, nous pensions pouvoir y contribuer parce que le président de l'époque n'avait pas de parti politique. Et donc, toutes les forces politiques qui pensaient pouvoir contribuer au redressement du pays l'ont fait de bon cœur. Moi, je pense qu'en 2011, en avril 2011, quand j'avais été appelé aux affaires étrangères, nous étions dans une situation d'isolement assez important au niveau de la sous-région, au-delà de la région, avec beaucoup de nos partenaires. Et le président, à l'époque, a dû penser que par mes relations et par la qualité des relations que j'avais aussi, autant au niveau de la sous-région qu'à l'extérieur de la région, je pouvais contribuer à redresser notre image. Ce qui a été fait, je pense que malgré les difficultés, je rappelle toujours le paradoxe que j'avais eu à connaître, c'est-à-dire que la veille du coup d'État de 22 mars, j'avais pu réunir ici la totalité de la communauté internationale qui nous a soutenus le 21 par rapport à ce qui se dessinait dans le Nord. Malheureusement, la même communauté internationale était obligée de nous condamner et même de nous isoler 24 heures plus tard. Bon, et au bénéfice de ces relations, j'avais pu pendant la transition essayer de contribuer à la sortie de la crise. Bon, on verra bien. Avant la présidentielle de 2013, vous avez quitté votre parti, l'ancien parti, on dira finalement l'ADEMA. Vous avez lancé votre propre formation politique et vous avez soutenu farouchement l'actuel président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire politique du Mali que vous claquez la porte de l'ADEMA. Est-ce que Soumeylou Boubèye Maïga et l'ADEMA, ça n'est fini pour toujours, ou vous envisagez un jour de récupérer l'ancien parti au pouvoir? Moi, j'ai quitté l'ADEMA une seule fois, c'est-à-dire en 2013. La fois précédente, j'avais été exclu. Oui, donc, et voilà. Mais toujours par rapport à ce que nous considérions comme des positions de principe. Je pense que le problème pour moi ne se pose pas de savoir si
on va récupérer l'ADEMA ou d'autres partis. Le problème peut-être se pose sous l'angle de la nécessité que ceux qui partagent les mêmes convictions, qui ont des itinéraires proches, qui ont une vision commune, puissent se retrouver, se renforcer, unifier nos capacités, parce qu'à l'évidence, on voit bien que la taille des partis que nous avons actuellement constitue un réel défi pour faire face à tous les problèmes que nous avons. Donc, autant nous sommes dans notre parti aujourd'hui, l'ASMA, autant nous sommes disposés à œuvrer à ce que les forces patriotiques et démocratiques soient unifiées sur la base, non pas sur la base de notre vision commune, quels que soient les itinéraires que les uns et les autres ont eu à prendre. Et je n'envisage pas, pour ma part, de retourner ou de reprendre le parti. Dans la demande, non. C'est fini. Nous avons un nouveau parti. Maintenant, nous pourrions peut-être, avec d'autres camarades, envisager une nouvelle formation. Parce que dans chacun de nos partis, il y a des militants avec lesquels nous partageons un certain nombre de valeurs, de convictions, de visions aussi, c'est ça le plus important. Et que de ce point de vue-là, il ne faut rien exclure. Après les législatives dernières, 3 de vos élus ont migré vers le parti présidentiel, notamment le RPM d'Ibrahim Boubacar Keïta. Quelles sont les raisons qui ont motivé finalement leur départ brièvement? Non, en fait, il y a 2 élus indépendants qui nous avaient rejoints à l'issue du 2e tour. Et puis, quelques jours après, ils sont partis au RPM. On a dit, bon, on a pas mal pris ça, parce que ça reste dans la même famille. Donc, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est que nous essayons d'avoir une mouvance présidentielle forte. Maintenant, il faut bien sûr travailler à consolider l'unité du camp présidentiel et son dynamisme, et dans le respect aussi de sa diversité. Bon, le reste, vous savez, il n'y a rien de définitif, quoi. Mais on a beaucoup parlé de débauchage, n'est-ce pas, de vos élus par votre allié, le RPM. Non, je pense que, vous savez, il est, disons, légitime que chaque parti essaie de se consolider. Bon, chacun à sa manière. Même si on est allié, c'est normal qu'on aille pêcher. Ouais, vous savez, depuis l'union de la gauche en France, on sait que l'union est souvent un combat. Bon, ce n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas un combat à proprement parler, mais nous sommes différents. Nous sommes unis, mais différents. Et moi, je peux comprendre le réflexe de vouloir avoir pour soi-même une certaine force, parce que précisément les choses étant souvent fluctuantes, probablement au niveau du RPM, ils ont dû estimer qu'il leur fallait être sûr que par eux-mêmes ils ont une certaine taille pour faire face à toutes les éventualités. Mais comme je dis, l'important c'est qu'ils sont restés dans la même famille et que les défis que nous avons au niveau du camp présidentiel, c'est quand même de travailler à unifier nos capacités, à unifier nos forces pour qu'il y ait une plus grande unité d'action. En tant que leader politique, que vous inspire la transhumance des élus d'une manière générale? Pensez-vous qu'il faille aller vers des législations interdisant cette transhumance, comme cela se passe dans certains pays de la région? L'idéal, c'est que ceux qui sont élus sous l'étiquette des partis restent dans leur parti pendant la durée de leur mandat. Le fait partisan est très complexe dans nos sociétés. Et vous voyez bien que quand vous regardez l'histoire politique du Mali, vous avez dans beaucoup de terroirs des leaders qui sont restés toujours en position de leadership depuis la période coloniale. Cela veut dire que chaque fois qu'il s'agit pour les citoyens de choisir ceux qui vont parler en leur nom, ceux qui les représentent, parmi les critères qui interviennent très souvent, l'appartenance partisane n'est pas forcément primordiale. Et donc des clivages souvent ethniques ou régionalistes? Non, il y a d'autres types de considérations qui rentrent en compte, parce que quand vous regardez bien, moi j'ai bien observé que pendant toutes les élections, en particulier en 2002, en 2007 aussi,
plusieurs candidats avaient eu plus de voix aux législatives qu'aux présidentielles. Alors qu'aux législatives, leur parti n'était pas présent dans toutes les circonscriptions. Or, aux présidentielles, puisque l'ensemble du pays, y compris les Maliens, les seuls constituent une seule circonscription. Cela veut dire que probablement, pour les présidentielles, des militants de leur parti ont choisi de voter pour un autre candidat plutôt que pour eux, quitte à ce qu'au niveau des pouvoirs locaux ou régionaux, ils reviennent à leur parti. Donc le phénomène partisan, ou l'appartenance partisane est très complexe chez nous et mérite d'être mieux analysé, mais à l'évidence, ces phénomènes de transhumance ou de migration ne créditent pas, ne donnent pas beaucoup de crédibilité au parti, et il est bon qu'on envisage différentes mesures pour faire en sorte que des mandats conquis sous l'étiquette de tel ou tel parti restent aussi au bénéfice du parti sous lequel on s'est présenté jusqu'en fin de mandat. Dernière question sur le chapitre politique. Il se dit que vous aviez des relations exécrables avec l'ancien Premier ministre, Omar Tamtam Ly. Certains même disent que vos relations avec le président Keïta ne sont pas au beau fixe. Qu'en est-il exactement? Bon, honnêtement, dans l'un et l'autre cas, c'est pas l'appréciation que j'ai de nos relations. Je n'ai pas ce dont vous parlez par rapport à l'ancien Premier ministre. Ça ne correspond pas au souvenir que j'ai de notre collaboration. Et pour ce qui concerne le présent, je ne pense pas aussi qu'il y ait quelque ombre que ce soit. Je le disais tout à l'heure, c'est la deuxième fois que vous occupez le poste de ministre de la Défense, à la différence qu'aujourd'hui, on est dans un contexte particulier dû, n'est-ce pas, à la crise au nord du Mali, ce qui impose, n'est-ce pas, d'autres défis. Aujourd'hui, monsieur le ministre, où en est-on avec l'œuvre de réforme et de formation de l'armée malienne pour faire face aux nouveaux défis? Bon, je crois que la crise que nous avons connue en 2012, enfin, qui a atteint son paroxysme en 2012, a révélé aussi la crise profonde que traversaient nos forces armées, notamment sur différents segments, que ce soit les capacités techniques, les capacités opérationnelles, les ressources morales. Et disons les forces morales, la chaîne de commandement, beaucoup de choses, et donc la capacité à faire face aux tâches qui sont celles qui sont impératives pour toute armée. Aujourd'hui, le travail de reconstruction et de réorganisation dans lequel que nous poursuivons, parce que qui a été, il faut le reconnaître, largement, qui a été bien entamé sous la transition, et donc que nous poursuivons, porte sur trois gros chapitres. Premier chapitre, c'est renforcer les capacités opérationnelles de nos forces armées, notamment en insistant sur leur formation, sur leur dotation en équipement adéquat et sur leur capacité à conduire la manœuvre ou l'action militaire. Le deuxième chapitre, c'est de travailler à l'amélioration de la condition militaire. C'est-à-dire que de faire en sorte que tous les aspects non militaires de la vie de nos soldats soient bien traités en termes de logement, de santé, d'éducation, de promotion, de formation aussi, y compris de formation de reconversion pour les périodes dans lesquelles nous ne serons plus dans l'armée, pour que, en tant que citoyens, ils connaissent de meilleures conditions de vie. Et troisième élément, c'est que nous réorganisons notre approche de la question de notre sécurité, et que nous organisons notre dispositif dans la perspective d'une sécurité collective, d'une sécurité régionale, parce qu'on a bien vu qu'avec la crise que nous avons vécue, la sécurité de nos pays est indivisible, que nous avons à faire face à des menaces transnationales et que pour faire face victorieusement à ces menaces, nous devons travailler à mutualiser nos capacités, à mutualiser nos efforts, parce qu'on a bien vu qu'il n'y a pas de frontières en réalité étanches entre nos pays. Est-ce que finalement nous sommes pris dans l'étau?
Nous sommes dans une région où la conflictualité est importante et ancienne. Et elle est alimentée par des facteurs externes et internes. Cette conflictualité est favorisée par un certain nombre de facteurs qu'on voit bien, même physiquement. Vous avez d'abord une sorte de continuité territoriale, c'est-à-dire vous prenez de la Mauritanie au Tchad, du sud de l'Algérie, disons, jusqu'au nord Nigeria, physiquement, c'est une zone de circulation sans obstacle naturel, enfin sans obstacle administratif, parce que les uns et les autres peuvent y circuler très librement. Parce qu'il y a une seconde continuité qui est importante, c'est une continuité identitaire. Parce que sur toutes les zones transfrontalières dans cette région, vous avez les mêmes communautés, les mêmes populations, et donc sur le plan identitaire, ce sont des populations très homogènes. Vous savez, par exemple, dans le cas du Nigeria, tous les États du Nigeria musulmans, qui sont donc musulmans, sont frontaliers du Niger. Donc cela nous donne une continuité territoriale entre le Niger et au moins le nord du Nigeria. Et comme l'islam est devenu un facteur important sur le plan politique et sur beaucoup d'autres plans, et il est devenu aussi un facteur d'unification de tous ces acteurs. L'instrumentalisation, n'est-ce pas, la religion au niveau de toutes ces régions. Troisième élément, c'est que le radicalisme religieux auquel nous assistons et l'utilisation de la religion comme élément politique, élément de conquête de pouvoir ou de conquête de la direction de l'État, est devenue une menace importante pour nos pays, et pour nos institutions, pour nos sociétés aussi. Parce que quand vous regardez la carte, le Mali se trouve au cœur du Sahel, mais au cœur surtout de la sphère musulmane majoritaire sur le continent. Parce que quand vous regardez bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'Afrique du Nord au Nigeria, de la Mauritanie ou du Sénégal au Tchad, mais c'est ça la circonférence musulmane majoritaire. Et nous sommes au cœur. Et comme nous sommes au cœur, nous avons cette frontière, par exemple. Et que sur l'ensemble de nos frontières, nous sommes dans des zones de continuité identitaire, ça veut dire que toute évolution dans notre pays, qu'elle soit négative ou positive, a un impact forcément automatique sur l'ensemble de nos vies. Et quand vous regardez bien les crises qui se déroulent dans notre région depuis maintenant 10-15 ans, l'aspect identitaire il joue un rôle important. Et cet aspect identitaire se cristallise principalement sur les zones transfrontalières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez toutes les plateformes transfrontalières que nous avons avec la Mauritanie, c'est la même continuité. Avec la Guinée, c'est la même chose. Le nord de la Côte d'Ivoire, une partie du Burkina et le sud-ouest du Mali, c'est un triangle absolument homogène sur le plan identitaire. Et c'est pourquoi même dans la sous-région, vous avez vu qu'à un moment donné, il y a ce qu'on a appelé le couloir mandin qui va du Sénégal oriental jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire, et où tous ces conflits identitaires se sont alimentés les uns dans les autres, où la Casamance, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, le Libéria et le nord de la Côte d'Ivoire ont constitué un arc de crise, un arc important où on trouve souvent les mêmes acteurs. Et tout cela rend vulnérables nos institutions. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure des problèmes qu'a connu, n'est-ce pas, l'armée malienne à un moment donné. On sait que, il est vrai, les conditions de recrutement et de formation des forces armées et de sécurité au niveau national obéissaient souvent à des logiques qui ne répondent pas au statut de militaire. Il y avait une sorte de laxisme et on devenait militaire parce qu'on a payé, on devenait militaire parce qu'on a négocié avec un parent qui est bien placé quelque part, on devenait militaire parce qu'on veut fuir le chômage et donc l'armée était devenue finalement le refuge. Est-ce que vous donnez la certitude aujourd'hui que c'est des pratiques qui n'existent plus avec la nouvelle vision de l'armée républicaine du Mali? Vous savez, l'armée n'a pas
évoluer indépendamment de la société, quoi. On ne peut pas, dans un pays, pendant que toutes les sphères sont érodées par un certain nombre de pratiques négatives, penser qu'il y a un îlot qui va être préservé. Donc l'armée a évolué à l'image de la société, je crois. Et les défis que nous avons à relever, que nous essayons de relever, et sur lesquels je pense qu'aujourd'hui il y a des acquis importants, c'est précisément de faire en sorte que l'aptitude soit le premier critère pour être dans l'armée. Que seuls les éléments qui remplissent les conditions de recrutement, d'avancement, de commandement sont mis en avant. Et là, actuellement, nous sommes en train de clore la première vague des formations professionnelles qui portent sur les certificats d'aptitude technique, les brevets d'armes et les certificats interarmes. Sont des formations continues au sein de l'armée, mais qui avaient été interrompues depuis 2008. Nous les avons reprises parce que précisément elles servent d'une part à consolider les acquis professionnels des soldats et d'autre part à contribuer à améliorer leurs conditions de vie, parce que c'est sur cette base qu'ils avancent, que leur salaire augmente et tout. Mais nous avons plus de 8000 éléments en formation, disons avec les certificats interarmes ça nous fera 10 500, mais la sélection a été très rigoureuse et je me félicite que les critères sur lesquels les gens ont été sélectionnés n'ont pas été remis en cause, et que ceux qui n'avaient pas été retenus se disent maintenant il faut qu'ils se préparent pour la prochaine vague. Dans le cadre de l'appui de l'Union européenne, 4 bataillons ont été formés, soit un effectif total de 4000 hommes. Aujourd'hui, où sont-ils? Tous les bataillons qui ont été formés dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne sont tous projetés sur le terrain pour renforcer les unités organiques qu'on a sur le terrain. Parce que là également, les gens doivent bien comprendre que nous avons ces bataillons qui sont formés, mais qui retrouvent sur le terrain des unités qui sont de manière permanente, c'est-à-dire ce que nous appelons les unités organiques. Et je crois que la formation de l'Union européenne a permis que nos forces petit à petit renouent avec un certain nombre de fondamentaux, notamment être dans un cadre de contraintes militaires, être dans un cadre d'unité d'action, d'unité aussi sur le plan de la doctrine, et puis dans un contexte qui a contribué non seulement à reconstituer leur capacité opérationnelle, mais aussi à reconstituer leur force morale. Et c'est ça qui fait que nous considérons aujourd'hui que pour l'essentiel, les forces armées peuvent faire face à toutes les missions qui relèvent qui normalement auxquelles elles sont dédiées. Nous sommes un peu moins de 10 000 hommes sur le terrain. Notre théâtre, parce que pour se rendre compte quand même des progrès qui ont été réalisés, en janvier de janvier 2013 à maintenant, c'est-à-dire sur les, disons, 18 mois à peu près, nous sommes passés d'une ligne statique qui était sur Djabali Sévaré à un théâtre qui va de Nara jusqu'à Tessalit, c'est-à-dire un théâtre qui est quand même sur 6 régions sur les 8. C'est-à-dire nous sommes dans la région de Koulikoro avec Nara. Mais tous les 4 bataillons sont sur le théâtre. Ils sont sur l'ensemble du théâtre. Okay, ils sont sur l'ensemble du Mais théâtre. Comment se fait aujourd'hui leur collaboration avec, entre guillemets, l'ex-armée? C'est-à-dire que je veux parler des nouvelles recrues qui ont reçu une formation particulière. Non, ce n'est pas les nouvelles recrues qui ont reçu seulement les formations. C'est-à-dire qu'on a recyclé des éléments qui étaient souvent dans le Nord, mais c'est les mêmes soldats et qui font la preuve que, mis dans certaines conditions, mais ils sont transfigurés, ou en tout cas, ils font face à leur mission de manière beaucoup plus positive et qu'ils relèvent ces missions avec satisfaction. Je crois que c'est ça le plus important.
Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. On va continuer ces formations-là jusqu'à atteindre 8 bataillons. Et bien sûr, ce sont des formations dont nous nous approprions nous-mêmes, de manière à pouvoir les poursuivre, même sans une assistance extérieure. Mais est-ce qu'à ce rythme, on ne risque pas d'avoir une armée avec un effectif pléthorique, avec très peu de moyens? Non, pour le moment, il n'y a pas eu... je crois que pendant la transition, il y a eu 4000 recrues qui sont venus s'ajouter à ce que nous avions. Vous savez, nous avons un territoire de 1 240 000 km². Rien que la région de Kidal, elle fait un peu moins de 240 000 km². Les 3 régions du Nord font 808 000 km². Et ce sont des espaces très vastes, très importants. C'est évident que tous ces efforts de formation, de recrutement impliquent aussi des efforts d'investissement. Justement, je voulais en venir. Au temps fort de la guerre, dans le Nord, on a évoqué, n'est-ce pas, la faiblesse des moyens logistiques de l'armée malienne. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec l'équipement des forces armées? Disons que en termes d'équipement, nous avions 2 défis à relever. Le premier défi, c'était déjà de remplacer ce que nous avions perdu. Parce que avec la perte des régions, nous avions aussi perdu la quasi-totalité du matériel que nous y avons. Donc il fallait d'abord reconstituer aussi cette capacité-là. Et la deuxième chose, nous devons continuer de renforcer l'équipement parce que, vous savez, au plus fort de l'engagement, on avait, même sur le théâtre là-bas, on avait une arme pour 3 personnes, ou même plus. Et donc, nos efforts aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, du point de vue de l'armement individuel, nous soyons dans les normes, c'est-à-dire une arme pour chaque soldat, qu'au terme de l'armement collectif, nous soyons aussi dans les normes. Et au-delà de cela, que sur le plan de la chaîne logistique, nous soyons capables de soutenir nos hommes sur le terrain, de les ravitailler, parce que, vous savez, le théâtre sur lequel nous sommes, c'est plus de 900 000 km². Et c'est sûr, en ligne droite, c'est une chaîne de 2660 km², bon, y compris, bien sûr, beaucoup de démembrements. Mais il faut non seulement ravitailler les hommes en armes et en munitions, mais il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils se couchent. Et aujourd'hui, l'un dans l'autre, et nos besoins de consommation en eau sur les 900 000 km² et sur l'effectif que nous avons, c'est à peu près 100 000 litres d'eau potable par jour. On ne peut pas avoir 100 000 litres d'eau potable par jour, mais il faut y faire face. Nous devons faire des forages pour voir comment, par nos propres capacités, transporter de l'eau dans les citernes pour amener à nos éléments sur le terrain. Et très souvent, c'est dans des zones où il n'y a pas d'eau. Et quand il y a de l'eau, dans beaucoup de cas, les forages ne donnent pas de l'eau potable. Donc il faut aller le chercher souvent assez loin. Il faut aller le chercher, par exemple, pour ravitailler à Nephis, il faut aller chercher l'eau jusqu'à Al-Moustarat. Et donc, ça fait un ensemble de contraintes logistiques que nous avons. Et mais que nous parvenons à relever. Et je me félicite que justement, il n'y ait pas de rupture à ce jour dans notre chaîne logistique. Okay. Le contexte actuel, n'est-ce pas, impose un nouveau défi parce que l'on n'est plus en présence d'une guerre classique où on a des belligérants qui s'affrontent sur des lignes bien déterminées, mais plutôt une guerre asymétrique avec un ennemi très mobile, souvent invisible, qui est présent partout et nulle part. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les mesures sont prises pour que l'armée malienne soit apte à faire face à cette menace nouvelle? Oui, nous parvenons à y faire face. Maintenant, à l'évidence, il n'y a aucune armée au monde, aucun pays qui est parvenu à avoir 0 menace. Ce n'est pas possible. Ce que j'observe, c'est que, en dépit du caractère furtif de nos adversaires, du fait qu'ils parviennent à se dissimuler souvent au sein de la population. Depuis un certain temps, il n'y a plus d'attaque contre nos positions, ni contre les positions de nos partenaires d'ailleurs. Ça veut dire que il y a des attentats quand même récemment. Bon, il y a des tentatives, mais je veux dire, on a eu des jets d'obus sur Gao, sur
Kidal, en particulier sur ces deux endroits, je crois sur Tessalit récemment, mais ce sont des jets qui sont faits à l'aveuglette. Mais ils n'ont pas pu mener des actions productives contre nous. La menace est toujours réelle. Oui, c'est ça. De toute façon, les groupes ont été désorganisés, vaincus, mais ils n'ont pas disparu. Parce que au-delà de l'aspect militaire, c'est qu'il y a un aspect doctrinaire et idéologique aussi dans leur lutte. Et tous les djihadistes n'ont pas disparu. Et donc, je veux dire que grâce au maillage que nous parvenons à faire, aux actions que nous parvenons à faire, mais que nous allons améliorer les actions de contrôle des zones, de patrouille, tout, nous parvenons à faire en sorte que leur liberté de mouvement est réduite, est considérablement réduite. Mais pourquoi, sur le terrain, tous les exploits sont l'œuvre de Serval, pas les forces armées maliennes? Bon, nous communiquons différemment, mais peut-être que nous allons changer notre manière de communiquer. Ce que je peux dire, c'est que beaucoup d'actions qui ont abouti ces derniers temps à la neutralisation de djihadistes sur le terrain entre 30-40 au cours des deux derniers mois résultent d'actions communes que nous avons eu à mener avec nos partenaires sur le terrain, des actions de reconnaissance, des actions de neutralisation, et puis qui sont après font l'objet d'acquisition à un autre niveau et qui font l'objet d'actions par les vecteurs aériens que nous n'avons pas et bon. Donc je pense que c'est cela, mais moi j'observe que nous parvenons à travailler de manière plus coopérative. Et puis, comme j'ai dit, probablement nous avons à apprendre un peu en matière de communication de guerre. Kidal est une véritable impasse pour le peuple malien. Les militaires maliens, s'ils sont sur le terrain là-bas, ils sont cantonnés, quelques gendarmes, quelques policiers, avec des éléments du général Gamou qui sont cantonnés, donc en violation de l'accord politique de Ouagadougou, qui a été signé et qui a permis, n'est-ce pas, l'organisation d'une élection présidentielle. Monsieur le ministre, pourquoi Kidal doit-il finalement être une exception? Pourquoi jusque-là, il y a un autre drapeau qui flotte sur le territoire malien? Bon, moi, je suis moins catégorique que vous sur la description de la situation à Kidal. D'ailleurs, nous avons invité différentes associations de jeunes à s'organiser, à se préparer pour que dans le cadre d'une caravane citoyenne, nous puissions les amener un peu dans toutes les régions du Nord, surtout en suivant l'itinéraire que vient de couvrir le chef d'état-major avec sa délégation, c'est-à-dire Gao, Aguelok, Anefis, Inalid, Tessalit, Kidal. C'est vrai que la situation de Kidal n'est pas entièrement satisfaisante. Vous reconnaissez que l'armée malienne est cantonnée là-bas? Non, je vais vous le dire. Quand nous venions aux affaires, l'accord politique de Ouagadougou l'accord préliminaire de Ouagadougou avait prescrit un déploiement progressif dans la région. Maintenant, c'est une question d'interprétation. Ce que je peux vous dire, dans la région de Kidal, nous sommes présents à Aguelok, à Nefis, Tessalit et ailleurs. Je parle de Kidal. À Kidal même, nous avons... il n'y a aucun militaire malien à part les éléments de Gamou. Non, il n'y a pas d'éléments de Gamou. C'est l'armée malienne qui est là-bas. Il y a une partie du GTA Balanzan qui est là-bas. Et nous avons des gendarmes, des policiers qui font des patrouilles de jour et de nuit dans Kidal, dans la ville de Kidal. Vous avez vu que le gouverneur a... Mais il y a des zones où ils ne peuvent pas aller. Il y a des quartiers hostiles. Mais ça, on ne peut pas nier le contexte aussi. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu ces conflits-là. Mais il y a des quartiers hostiles, forcément. Et le gouverneur de région, l'administration s'installe, le gouverneur a entrepris des travaux. Les jeunes, la semaine dernière, la pêche, je crois, avec les volontaires, la direction les services des volontaires, ils ont entrepris des travaux là-bas.
le PDRK, le projet de développement de la région de Kidal, a repris ses activités de distribution de crédits, et le Premier ministre va aller à Kidal avec une délégation importante pour confirmer, concrétiser le retour de l'administration malienne dans Kidal. Maintenant, c'est parce que la situation n'est pas idéale que nous sommes par ailleurs engagés dans un processus politique. Oui, quelle que soit la présence, par exemple, de l'administration publique à Kidal, il est bien évident que Kidal est aujourd'hui sous le contrôle rebelle. Non, Kidal n'est pas sous le contrôle de la rébellion. Kidal fait partie de ce que nous devons régler. Il n'y a pas le drapeau malien à Kidal? Si, il y a le drapeau malien quand même. Vous allez sur tous les bâtiments publics, la BMS, le camp et tout, il y a le drapeau malien. Mais nous ne pouvons pas occulter le fait que dans cette partie de notre pays, nous sommes dans une situation politique qui n'est pas satisfaisante. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a toute cette mobilisation pour un processus politique, que le président de la République lui-même vient de nommer un haut représentant pour conduire le dialogue inclusif intermalien, et à l'intérieur duquel, dont la mission va porter probablement prioritairement sur la situation de Kidal. Donc ça, on ne peut pas l'occulter. Le citoyen malien aujourd'hui est désespéré. Il pense que les forces qui sont là-bas, je vais parler de la MINUSMA, de Serval, sont beaucoup plus tolérants vis-à-vis du MNLA. Nous sommes simplement il faut reconnaître que nous sommes dans une situation de crise. Mais ça, il faut que nous l'admettions tous. Parce que si nous n'étions pas dans une situation de crise, le problème ne se poserait pas comme ça. Et nous sommes dans une situation de crise qui n'est pas totalement réglée. 2, nous avons fait pour le moment l'option d'une solution politique. Mais si demain, la solution politique ne peut pas aboutir, mais d'une manière ou d'une autre, nous imposerons la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire, y compris à Kidal. C'est pour ça que nous n'avons aucun problème. Pendant combien de temps faut-il attendre encore? Bon, il faut attendre de voir. Moi, je pense que... Vous savez, aujourd'hui, je pense que les forces qui essaient d'obstruer le processus politique sont quand même minoritaires, quoi. Comme je l'ai dit, l'État se réinstalle, les réfugiés commencent à revenir par eux-mêmes. Beaucoup commencent à revenir de manière spontanée, et le ministre de l'Intérieur travaille avec nos voisins et le HCR pour qu'il y ait des retours organisés. Mais nous devons reconnaître que c'est une zone dans laquelle nous avons une crise à régler. Dans les jours à venir, en tout cas selon la presse, le Mali pourrait signer un accord de défense avec la France. Qu'en est-il? Nous avons un accord je ne sais pas qu'est-ce que les gens mettent dans le terme d'accord de défense. Nous avons un accord de coopération en matière de défense et de sécurité. Qu'est-ce que ça inclut? Ça il va servir de cadre juridique et politique à nos relations avec la France dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé militaire, de l'équipement, dans la présence française aussi au Mali? L'accord ne porte pas sur une présence française. Il n'y aura pas une base française au Mali? Non, nulle part. Vous savez, quand nous allons signer l'accord, il sera rendu public. Comme tous les accords d'ailleurs, il passera à l'Assemblée avant d'être ratifié, et si l'Assemblée l'adopte, par le président de la République. Nous n'avons absolument rien à cacher. Aujourd'hui, je pense premièrement que ce que nous avons connu depuis maintenant presque 2 ans a démontré que nous avions une sécurité indivisible. Deuxièmement, que nous devons avoir un cadre juridique et politique qui serve de support à nos relations. Vous confirmez qu'il n'y aura pas de base militaire française au Mali? L'accord ne comporte aucune ligne sur une base militaire française. Monsieur le ministre, en 1961, le père de l'indépendance, Modibo Keïta, a chassé la France à Tessalit. En 2013, la France revient en conquérant. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que Malien? La France n'est pas revenue en conquérant. La France est revenue de façon triomphale. Non, en janvier 2013, la France est revenue au Mali à l'appel du Mali. Qu'est-ce que ça vous inspire 52 ans? Non, mais ça nous montre qu'il n'y a rien d'irréversible et que nous devons
travailler à faire en sorte que les piliers de notre État soient solides, que nous soyons nous-mêmes capables d'assurer notre propre défense et notre propre sécurité, et même si nous devons, dans ce cadre-là, travailler aussi avec nos partenaires, nos voisins. Vous savez, quand nous avons, en 1961, en janvier 61, quand le président Modibo avait demandé le départ des troupes françaises, c'était pour créer une armée nationale qui porte, qui soit le symbole de notre indépendance, de notre souveraineté, et puis de la volonté d'émancipation de notre pays. Je pense que ce sont là des valeurs qui restent permanentes, et dans le cadre desquelles, précisément, nous travaillons à reconstruire notre armée, mais aussi à inscrire notre action dans le cadre de la solidarité, parce que je l'ai rappelé en janvier, au moment de la fête de l'armée. Mais c'est vrai, les Français sont intervenus au Mali en janvier 2013. Et au passage, je dis, bon, ils ne sont pas bons seulement pour mourir. Pour nous, il faut aussi qu'on coopère. Mais nous aussi, nous sommes partis partout où la démocratie était menacée et où on nous a fait appel. Et nous avons... au cours depuis 1960, nous avons participé, nous avons envoyé près de 2000 soldats et policiers maliens. Le 31 mai prochain, la force Serval quittera définitivement Bamako pour s'installer dans le nord. Est-ce que ça ne posera pas un problème de sécurité au sud du pays? Non, ça veut dire que la menace, il n'y a plus de menace sur Bamako. Bon, je crois que ça s'inscrit aussi dans le redéploiement du dispositif militaire français dans la région. Et puis, comme nous le souhaitons nous-mêmes, nous pensons que les forces multinationales, internationales qui sont venues nous soutenir, doivent peut-être être plus présentes au nord du fleuve de la boucle du Niger qu'au sud, et que parce que c'est là-bas que, pour l'essentiel, la menace contre laquelle nous devons lutter se trouve. L'ancien chef de la junte, Amadou Aya Sanogo, est sous le verrou actuellement. Il est à Séléngué, accusé ou soupçonné d'enlèvement ou de complicité d'assassinat sur les bérets rouges. Vous, en tant que ministre de la Défense, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, moi, mon rôle en tant que ministre de la Défense a été de faire en sorte que le travail de la justice ne soit pas entravé et que, conformément aux lois, aux règlements, que nous prenions les dispositions pour faire en sorte que les militaires dont la justice a besoin puissent y répondre devant elle pour des faits qui ne sont pas reprochés à l'armée en tant que telle. Ce sont des faits qui sont reprochés aux personnes. Et donc, c'est ça ce que je peux dire. Le reste, c'est à la justice de faire son travail. Bon, une fois que la procédure ira jusqu'au bout, bon, les uns et les autres verront bien comment faire. Il sera jugé par un tribunal civil, or c'est un général 4 étoiles, il y a vice de forme, non, monsieur le ministre? Je ne pense pas, mais ça, honnêtement, il appartient à ceux qui sont dans la procédure, d'un côté ou de l'autre, de dire ce qu'il en est, mais pour le moment, honnêtement, c'est une question. Je pense que la procédure, pour le moment, n'a pas été remise en cause par la Cour suprême ou par d'autres. Ça veut dire probablement que c'est par ces voies-là qu'il faut passer. Amadou Aya Sanogo vous a personnellement incriminé, il vous a accusé d'être derrière son arrestation, d'avoir trompé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Quelle est votre réaction, monsieur le ministre? Bon, vous savez, il y a un dossier qui est à la justice, chacun s'exprime en fonction de son approche. Et je pense que le président n'a absolument rien à voir dans ce dossier, donc il n'a pas besoin d'être trompé ou conforté. Et comme je dis, ma responsabilité à moi en tant que ministre de la Défense a été de faire en sorte que les éléments dont la justice a besoin, que ces éléments puissent répondre devant elle. Ça a été le cas de celui dont vous parlez, comme le cas de plusieurs dizaines d'autres. Certains pensent qu'Amadou Aya Sanogo a été sacrifié sous l'autel de la réelle politique et que vous-même personnellement, vous avez tenu à vous venger parce que pendant le coup d'État, vous avez été arrêté. Quelle est votre réaction, monsieur le ministre? Non, moi je ne personnalise pas les problèmes politiques. Je pense que les faits qui sont en cause n'ont rien à voir avec ma personne.
Je crois qu'il y a des familles qui ont porté plainte devant les juridictions pour la disparition de leurs parents. Et notre rôle en tant que responsable a été de faire en sorte que la justice puisse les entendre. Le reste, franchement, ce sont des commentaires que chacun fait en fonction de sa position personnelle. Mais moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Les divergences, la guerre, notamment entre les frères d'armes, béret rouge et béret vert, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a la certitude d'avoir trouvé une réponse adéquate à ce problème sans qu'il n'y ait de frustrés de part et d'autre? Nous travaillons à ce qui est à reconstruire l'esprit de corps, à le cimenter, à le consolider et à amener de la concorde au sein des forces armées, parce que c'est leur unité psychologique aussi qui constitue normalement leur force. Et donc, je pense qu'à l'image de ce qui s'est passé dans plusieurs sphères de notre société à l'occasion des événements que nous avons connus, il y a un travail de reconstruction à faire, de reconstruction sur le plan technique, sur le plan professionnel, mais aussi de reconstruction psychologique, parce que nous devons renforcer, je crois, nos forces morales. Je crois que nous devons travailler à ce qu'il y ait plus d'unité d'esprit, d'unité d'action au sein de nos forces. Et nonobstant ces événements-là, ou à cause de ces événements, parmi les tâches que nous nous fixons, nous travaillons non seulement à renforcer les capacités techniques et opérationnelles, mais nous veillons aussi à ce qu'il y ait davantage de concorde, que la concorde redevienne un facteur consubstantiel, en tout cas un facteur constitutif de nos forces armées. Récemment, un scandale a secoué le Mali. Il s'agit d'un protocole d'accord portant sur l'achat de matériel militaire, un contrat de gré à gré de 63 milliards de francs CFA octroyé, n'est-ce pas, à un des conseillers du président de la République, notamment le richissime homme d'affaires Sidi Kanyasi. Quelle est, votre version des faits, monsieur le ministre? Bon, vous savez, je pense que c'est une question sur laquelle toutes les clarifications ont été apportées. D'abord, il n'y a pas de contrat. C'est un marché de gré à gré, on a dit. Oui, mais les équipements militaires sont acquis sur la base de non-publicité. Ça, c'est conformément au contrat, conformément au code des marchés publics. Vous ne verrez dans aucun de nos pays une armée qui vient mettre sur la place publique je vais acheter 10 000 Kalachnikov, 4 automitrailleuses, ainsi de suite. Donc, Dieu merci. Mais il y a des appels d'offres généralement dans les autres pays, même si ce n'est pas public. Non, je ne connais pas de... Non, bien, vous savez, il y a différents types d'appels d'offres, il y a différents types de consultations. Est-ce qu'il y a eu appel d'offres dans le cas d'espèce? À un moment donné, je pense que c'est un dossier sur lequel il y a une transparence totale. Et toutes les informations sont disponibles pour être communiquées là où ça doit l'être. Parce que, vous savez, en dépit de nos différences d'appartenance politique ou autre, il y a des questions sur lesquelles nous devons nous-mêmes faire attention parce qu'il y va de l'intérêt général. Et je pense qu'aujourd'hui, normalement, aucun citoyen, aucun patriote n'a intérêt à ce qu'on étale sur la place publique le nombre, la qualité des armements que c'est des secrets d'État que nous c'est un secret de défense, c'est couvert par le secret de défense que nous acquérons. Comment nous travaillons à renforcer notre armée, parce que tout le monde a vu que si vous n'avez pas une armée assez forte, vous avez une armée d'autrui sur votre sol. Mais justement ici, c'est un autre problème qui se pose. Oui. Dans la procédure, on pense que l'octroi de ce marché n'a pas obéi aux procédures. Non, c'est quand même. Vous pensez que ceux qui dirigent le pays seraient les moins regardants sur le respect des procédures? Enfin, quand même, quoi. Je ne sais pas dans quel pays on serait, ou ceux qui sont en dehors des affaires, enfin, en dehors de la direction du pays seraient les plus regardants. Non, nous n'avons absolument rien à cacher. Mais comme je dis, dans tous les pays du monde, les gens, les autorités ou ceux qui ont en charge ces secteurs essayent de se renforcer
conformément à des procédures qui ne sont pas des procédures qui sont sur la place publique. Et dans ce domaine-là, le souci principal qui anime tous, c'est de faire en sorte que l'armée soit bien équipée et les équipements qui sont nécessaires à l'accomplissement de ces missions. Et puis, quand même, vous savez, les armes, les matériels que nous commandons, c'est commandé auprès d'entreprises qui ont pignon sur rue. C'est des matériels qui sont soumis à autorisation d'exportation, c'est-à-dire de la part des gouvernements des pays dans lesquels ils sont commandés. Et vous voyez vraiment un gouvernement, en particulier des gouvernements européens, donner leur accord pour faire exporter des armes pour des privés. C'est parce que si je suis la logique, il y aurait un individu qui bénéficierait d'un marché, donc qui bénéficierait aussi d'une autorisation, d'un accord d'exportation d'armes à son profit. Enfin, je crois que les gens doivent mieux s'informer et surtout, je pense qu'en dépit de quel que soit l'engagement politique, il y a des questions que nous devons sanctuariser par rapport à la polémique politique parce que c'est notre intérêt commun et que surtout que ce qui est dit n'est pas exact, quoi. Monsieur le ministre, vous avez dit que ce n'est pas exact. Oui ou non, il y a eu marché de gré à gré? Mais non, c'est impossible. Mais il y a tous les marchés que nous faisons sont couverts par l'article 8 du Code des marchés publics qui impose qu'il n'y ait pas de publicité sur les acquisitions d'équipements militaires. Monsieur le ministre, dernière question. Le peuple malien vous regarde. Ceux qui sont au nord souffrent, ils s'inquiètent, ils ont peur. Qu'est-ce que vous avez à leur dire sur leur sécurité, sur les mesures que vous prenez pour assurer leur sécurité et la sécurité de leurs biens? C'est la dernière question. Non, la réponse que je peux donner, c'est qu'aujourd'hui, l'État malien est en mesure d'assurer la sécurité de ses citoyens. Et que les forces armées maliennes sont en mesure de s'acquitter des tâches qui leur sont confiées dans ce cadre-là. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je recevais Soumeilou Boubei Maïga, ministre de la Défense et des anciens combattants au Mali. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la réalisation de cette émission. Très bonne suite de programmes sur la chaîne panafricaine.